Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes samedi 21 avril. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. Le président de la République, Alassane Ouattara, et son homologue français, Emmanuel Macron, ont échangé hier au palais de l'Élysée. La sécurité en Afrique de l'Ouest et les projets de développement étaient au cœur de leur entretien. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, également en mission à l'étranger, participe aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington. Il multiplie les rencontres sur place. Il a une séance de travail avec la MIGA, l'institution financière en charge de la garantie de l'investissement. L'hôpital mère-enfant de Bingerville enregistre ses nouveaux-nés. Les bébés et leurs mères respectives ont reçu la visite de la représentante de la première dame Dominique Ouattara. Les 5 enfants seront totalement pris en charge pendant 1 an par la fondation Children of Africa. Au Zimbabwe, l'ex-président Robert Mugabe devra s'expliquer sur la disparition de revenus diamantifères représentant la somme de 15 milliards de dollars, soit 7 500 milliards de francs CFA. Le chef d'État est cité à comparaître le 9 mai prochain. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Abidjan vibre au rythme du festival des musiques urbaines d'Anoumambo depuis quelques jours. Le FEMIA 11, ouvert le mardi 17 avril dernier, refermera ses portes demain dimanche à Korogo avec un concert du groupe Magic System, initiateur du FEMIA. Après la question du réchauffement climatique abordée l'année dernière, celle de la jeunesse africaine face au défi de l'immigration clandestine est au cœur de la présente édition. Mais pourquoi le choix d'un tel thème au FEMIA? Quel message des Gao magiciens à la jeunesse africaine? Justement, le commissaire général du FEMIA, Assalfo, du groupe Zouglou Magic System est avec nous. Bonsoir Assalfo. Bonsoir Marie-Laure. Alors dites-nous, vous êtes notre invité de la page culture de ce soir et vous avez décidé de mettre la jeunesse au cœur de cette 11e édition du FEMIA qui bat son plein à Abidjan. Oui. Pourquoi avez-vous décidé de vous adresser aux jeunes pour cette édition? Écoutez, nous estimons que nous avons la chance et le privilège de faire un métier qui peut servir de canal pour passer des messages positifs. Et je crois que notre mission, c'est d'éduquer, c'est de sensibiliser et de passer des messages. Donc nous avons voulu joindre l'utile à l'agréable, utiliser la musique pour faire passer les bons messages. C'est pourquoi nous avons pris un thème d'actualité comme la jeunesse et l'immigration clandestine. Et justement, comment freiner cette immigration clandestine? Quelles sont donc les articulations de ce FEMIA 11? Que retenir de votre vie, de votre carrière? Vous nous répondrez dans quelques instants. On va se retrouver exactement dans une trentaine de minutes pour nos échanges. À tout à l'heure, Assalfo. À tout à l'heure. Tout d'abord, prenons la direction de la France où le président Alassane Ouattara a été reçu à l'Élysée. C'était hier, vendredi, par son homologue français Emmanuel Macron. Ils ont évoqué notamment la sécurité en Afrique de l'Ouest et les projets de développement. On en sait plus avec notre envoyé spécial en France, à Ouattouri. La Côte d'Ivoire et la France entretiennent d'excellentes relations de coopération. Et pour revisiter les différents compartiments de cette coopération, les rencontres au plus haut niveau se succèdent. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été reçu pour la 3e fois le vendredi 20 avril par son homologue français, Emmanuel Macron, après les rencontres de juin et août 2017. Au cours de ce tête-à-tête qui a duré près d'1 heure, les deux chefs d'État ont fait le point sur la coopération militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, avec la mise en place d'un centre de formation en Côte d'Ivoire et le projet du métro d'Abidjan. Nous avons parlé du métro d'Abidjan qui était un projet important et nous aurons un comité de haut niveau avec le ministre des Finances français et le ministre des Finances de Côte d'Ivoire pour faire avancer les choses le plus rapidement possible. Nous voulons que ça puisse aboutir en 2021 au plus tard. Le chef de l'État s'est par ailleurs félicité de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Mes relations personnelles avec le président Macron, comme vous le constatez, nous avons la même vision et nous savons que la France avance
tire également l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire fait des taux de croissance parmi les plus élevés au monde. Il n'y a pas d'inflation, littéralement, et nous sommes très contents. Au plan diplomatique, je signale que la Côte d'Ivoire est membre du Conseil de sécurité, comme la France, et nous travaillons très étroitement. Répondant à une question de la presse sur la politique intérieure de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara s'est prononcé sur le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Notre alliance est solide. Nous faisons des progrès considérables pour la Côte d'Ivoire, des taux de croissance parmi les meilleurs au monde, parce que nous avons cette alliance avec des gens très compétents. Et ce qui nous importe, c'est la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et nous continuerons de travailler ensemble, y compris de préparer les élections en 2020. Tout le monde pourra être candidat et le meilleur sera choisi par cette alliance, le RHDP. Les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, il faut le rappeler, se sont également entretenus le 30 novembre 2017 au palais présidentiel à Abidjan, en marge du sommet Union africaine-Union européenne. À cette occasion, ils ont procédé au lancement des travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Un projet structurant qui va renforcer la fluidité du transport dans le district d'Abidjan. La Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne entretiennent aussi de bonnes relations. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a pris part hier ici à Abidjan la célébration de la fête nationale du Royaume-Uni. La Côte d'Ivoire et la Grande-Bretagne coopèrent dans plusieurs domaines, notamment dans les secteurs des mines, des hydrocarbures, de la finance ou encore de l'énergie. Explication détaillée avec Mahama Traoré. La reine Elisabeth II d'Angleterre célèbre ce 21 avril 2018 ses 92 ans. Dénommée Queen's Birthday Party, cette commémoration a valeur de fête nationale pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne. À Abidjan, l'événement a été célébré à la résidence de l'ambassadrice de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire, en présence du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, et des membres du gouvernement. Preuve que les relations entre les deux pays sont au beau fixe. Plusieurs entreprises britanniques sont installées en Côte d'Ivoire et le service de délivrance des visas à Abidjan est de nouveau opérationnel pour les Ivoiriens désireux de se rendre au Royaume-Uni. Depuis 2012, on a réouvert le service visa ici, mais le message n'est pas encore passé. Alors je tiens beaucoup à faire passer le message à tous les Ivoiriens que vous pouvez avoir les visas ici en Côte d'Ivoire. Vous pouvez introduire votre passeport et votre passeport va revenir ici dans vos mains, ici en Côte d'Ivoire. Il y a tout un service c'est online. Et si vous allez sur notre page Facebook UK en Côte d'Ivoire, vous allez trouver toutes les informations, tous les liens. La diplomate britannique rassure également que l'entrée en vigueur du Brexit en 2019 n'entamera pas l'état actuel de la coopération entre son pays et la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est toujours en mission à l'étranger. Il participe aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale à Washington aux États-Unis. Il multiplie sur place les rencontres avec des investisseurs. Il a eu une séance de travail avec la MIGA, l'institution financière en charge de la garantie de l'investissement, entend renforcer son appui aux initiatives des secteurs privés et internationaux vers la Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo est notre envoyé spécial. L'AMIGA, c'est l'agence multilatérale de garantie des investissements, une branche du groupe de la Banque mondiale. Sa mission principale, accroître l'investissement direct étranger et apporter des solutions d'assurance aux investisseurs et prêteurs contre les risques politiques. Ce samedi, à Washington, la vice-présidente Keiko Honda a une séance de travail avec la délégation ivoirienne. L'occasion pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly de présenter l'approche offensive de la Côte d'Ivoire en matière de recherche d'investisseurs. La transformation de l'anacarde est une vraie question. On a environ 6% de transformation donc de notre anacarde. On ambitionne donc dans les 2-3 années de passer à 50% de transformation. Nous avons pris des mesures donc réglementaires donc cette année qui font que les exportateurs d'anacarde sont obligés de réserver 15% donc de l'anacarde pour l'industrie locale. Mais il faut créer les conditions et inciter, donc je dirais, cette industrie locale à se développer, qu'il y ait des investisseurs qui viennent, qui investissent, que l'on crée toutes les conditions pour qu'il en soit ainsi, donc, etc. Donc c'est pour cela que je crois qu'en plus
de l'idée classique où des investisseurs vous saisissent, comment nous pouvons nous organiser pour pouvoir capter des investissements dans des secteurs qui sont hautement prioritaires donc, pour les Ivoiriens. Vous savez que l'anacarde a ceci de particulier, c'est que la transformation donc, induit, là où je dirais, un besoin d'emploi relativement énorme, notamment donc, de femmes. Et je crois que nous devons travailler donc, sérieusement, je dirais, donc, dans ce secteur. Une approche saluée par l'institution financière qui s'est engagée à accompagner le pays. La Côte d'Ivoire est la deuxième destination en termes d'investissement en Afrique au sud du Sahara. Nous espérons travailler avec la Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs qui sont d'intérêt pour le gouvernement ivoirien. Il y a les questions de la construction d'infrastructures sanitaires, il y a aussi les questions d'énergie et surtout l'agrobusiness qui est un secteur très important pour le gouvernement ivoirien afin de pouvoir créer de la valeur ajoutée et aussi surtout répondre aux besoins de création d'emplois. Autre temps fort de cette journée, la signature de l'accord d'un montant de 107 milliards de francs CFA accordé par la Banque mondiale à la Côte d'Ivoire pour booster le secteur anacarde. Et toujours aux États-Unis, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a pris part ce vendredi à un panel de haut niveau traitant de l'impact de la technologie sur l'inclusion financière des pays en voie de développement. La Banque mondiale estime que la technologie est une clé indispensable pour la lutte contre la pauvreté. Alexis Ouedraogo. À Washington, la Côte d'Ivoire a été invitée, au cours d'un panel de haut niveau, à partager son expérience en matière d'inclusion financière grâce à l'expansion du mobile money. Dans un pays où le taux de bancarisation se situe entre 12 et 13%, environ 40% de la population possède un compte mobile money. Les transactions aujourd'hui que nous avons de manière journalière en Côte d'Ivoire, pour environ 10 millions donc, de personnes qui utilisent des comptes donc, mobile money, représente environ 31 millions de dollars donc, par jour. Alors nous pensons que ce sont des éléments importants qu'il faut donc approfondir, notamment donc, en ce qui concerne, je dirais, le monde agricole. Les paiements, donc au niveau des transactions au niveau du monde agricole. Nous sommes un grand producteur donc, de cacao, donc vous le savez. Et donc je vous invite d'ailleurs à consommer beaucoup de chocolat, ça fait du bien et ça va tirer un peu la demande de cacao donc, pour la Côte d'Ivoire et ce sera très bien pour donc, nos paysans. Mais pour payer donc, ces paysans, donc, nous pensons que le mobile donc, money est un outil efficace aujourd'hui, même en matière de sécurité, pour éviter que des transactions se fassent avec donc, du cash. Et le pays ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Dans plusieurs autres secteurs, il devrait soutenir l'innovation technologique. Le panel, qui voyait la participation de la reine Maxima des Pays-Bas, s'est aussi penché sur la maximisation de l'accès au financement de développement grâce justement à une bonne exploitation de la technologie. Pour le président de la Banque mondiale, la technologie peut sûrement améliorer les progrès et l'inclusion pour les populations défavorisées. Un peu plus tôt, au siège de la SFI, d'abord, félicitations. C'est avec des félicitations que le vice-président exécutif accueille Amadou Gon Coulibaly à son siège pour le succès de l'Eurobond 2018. La séance de travail a fait le point de la coopération entre le pays et l'institution. L'occasion pour Amadou Gon Coulibaly d'insister sur des appuis précis touchant l'amélioration de la qualité de vie des Ivoiriens. Le niveau actuel d'exécution en matière de logement est trop faible par rapport aux besoins donc, au niveau des Ivoiriens. En fonction de votre expérience donc sur la question des logements dans tel ou tel pays, on serait très intéressé de voir quel serait le modèle optimal donc, ce qui concerne une promotion de construction massive donc, de logements sociaux. Donc, en Côte d'Ivoire. La SFI, branche privée du groupe de la Banque mondiale, a réitéré son engagement à accompagner le pays. En fin de journée, de retour à ses quartiers au Watergate Hotel, le Premier ministre a accordé une audience à l'ancien président de la Banque africaine de développement, Donald Kaberuka.
Le ministre Marcel Amontano était en visite de travail en Jordanie. Il s'agissait pour le ministre des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire de redynamiser la coopération bilatérale avec la Jordanie. Il a eu donc une séance de travail avec son homologue jordanien. Quelles sont donc les retombées des discussions pour les deux pays? On en sait plus avec Michel Digré qui revient de la Jordanie. C'est un pays qui partage la même philosophie que la Côte d'Ivoire. Il est ami de tous, ennemi de personne. C'est l'une des raisons majeures qui justifie la présence du ministre ivoirien des Affaires étrangères en Jordanie. Ce pays situé dans le Moyen-Orient et qui joue un rôle important dans la résolution des conflits dans cette partie du monde. Environ 3 millions de réfugiés palestiniens et syriens vivent en Jordanie. Nous avons pensé qu'il était important d'avoir des consultations politiques avec ce pays qui peut nous aider dans notre rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité. Car, comme vous le savez, à l'agenda du Conseil de sécurité, il y a la question palestinienne et en ce moment, comme une question brûlante, la question de la Syrie. Dans un environnement régional particulièrement difficile, les performances de l'économie jordanienne ont été supérieures aux attentes. La Côte d'Ivoire entend accroître sa coopération économique avec ce pays. C'est l'une des décisions prises au cours de la séance de travail entre la délégation conduite par le ministre Marcel Amontano et celle de son homologue jordanien. Je leur ai dit que la politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, dans le cadre de la modernisation de notre économie, c'est maintenant de transformer nos matières premières sur place et qu'on pourrait voir dans quelle mesure des hommes d'affaires jordaniens pourraient venir, dans le cadre d'une joint venture avec des hommes d'affaires ivoiriens, installer des usines de transformation de cacao, d'anacarde et de bien d'autres produits en Côte d'Ivoire. La coopération pourrait également s'accentuer sur le plan militaire. Vous savez, la Jordanie a une frontière commune quand même avec la Syrie. Israël est en face de la Jordanie. Ils ont une frontière commune avec l'Irak. Et malgré cela, il règne une très bonne sécurité dans ce pays. Ils ont une académie militaire réputée et le ministre m'a proposé que nous puissions voir dans quelle mesure nous pourrions former des militaires ivoiriens en Jordanie et intensifier la coopération au niveau du renseignement. Cette visite du ministre Marcel Amontano s'est achevée par un dîner au consulat de Côte d'Ivoire en Jordanie pour sceller cette redynamisation des relations bilatérales entre les deux pays. Voilà, je l'annonçais dans les titres. L'hôpital mère-enfant de Bingerville enregistre ses nouveau-nés. Les bébés et leurs mères respectives ont reçu la visite de la représentante de la première dame Dominique Ouattara. Les 5 enfants seront totalement pris en charge pendant une année par la fondation Children of Africa. Jérôme Kofi Aboulé. 5 nouveau-nés à l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville, venant de 4 mères, dont 2 enfants jumeaux, vous l'avez compris. Nous sommes samedi pratiquement en fin de matinée quand ces 5 bébés et leurs mamans respectives reçoivent la visite de Mme Nadine Sangaré, directrice de Children of Africa, section Côte d'Ivoire, au nom de la présidente de cette fondation, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Une visite qui visiblement fait chaud au cœur des génitrices de ces enfants, à l'image de Estelle Kofi qui, très émue, ne trouve pas assez de mots pour dire merci à la première dame pour toutes ses actions en vue du bien-être des enfants et de leur mère. Je dis aux autres mamans vraiment de venir ici, que vraiment ici il y a l'accueil, il y a la joie. Je ne sais pas, qu'elles viennent ici seulement. Parce que depuis que je suis arrivée ici, tout le monde est autour de moi. Aussi heureuse de cette visite, la directrice médicale et scientifique de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Elle y voit surtout un honneur à la dimension des causes nobles dont l'épouse du chef de l'État fait sienne en tant que présidente de Children of Africa. Nous sommes vraiment tous très heureux. Toutes les équipes médicales et paramédicales de l'hôpital mère-enfant sont très heureuses. Et vous auriez dû assister à la joie qui a accompagné chaque naissance, de la première à la 5e naissance. C'est une semaine qui est très symbolique pour nous parce que nous avons eu 5 bébés, 5 très très beaux bébés. Les mamans sont très heureuses de l'accueil, de la qualité des soins et nous avons aussi opéré 5 enfants cette semaine. Donc les activités de l'hôpital ont bien démarré et tout le monde est très content de partager ça.
À travers cette visite, il s'agit pour la première dame d'apporter son soutien aux 5 nouveau-nés. Un soutien qui se traduit par leur prise en charge totale pendant 1 an. Nous sommes venus à l'hôpital Mère-Enfant parce que cette semaine, nous avons eu les premières naissances de l'hôpital. Donc Mme Ouattara nous a dépêchés, m'a demandé, moi, en tant que directrice de la fondation, de venir féliciter ces mamans, apporter un cadeau à ces mamans et voir ces magnifiques bébés et leur annoncer que la fondation prenait en charge ces bébés jusqu'à leur premier anniversaire. Tous leurs soins seront gratuits ici. L'un des 5 enfants visités portera, selon la promesse de sa mère, le prénom du président Alassane Ouattara. L'hôpital Mère-Enfant de Benjéville constitue l'une des réalisations de Children of Africa. Il est ouvert à tous les patients, mais surtout consacré aux maladies infantiles et aux soins complets dédiés aux femmes de tout âge. Après son inauguration le 16 mars dernier, il passe dorénavant dans sa phase opérationnelle avec cette visite de la représentante de la présidente de Children of Africa, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Et toujours en santé, la lutte contre la poliomyélite se poursuit. Le temps du premier passage des journées nationales de vaccination contre la polio a été donné hier vendredi. Cette vaccination concerne les enfants âgés de 0 à 5 ans sur toute l'étendue du territoire. Les enfants d'Akwedo Village ont reçu leur dose de vaccin. L'objectif est clairement d'empêcher la réintroduction du poliovirus sauvage en Côte d'Ivoire. Ami Sissoko. 2 petites gouttes pour mettre les enfants de 0 à 5 ans à l'abri de la poliomyélite ou polio. À Akwedo Village, pour le premier passage des journées nationales de vaccination contre la polio, couplé à l'administration de vitamine A et de déparasitants, les Rotariens apportent leur concours au district sanitaire de Cocody-Benjéville. Partenaire de l'initiative mondiale de l'éradication de la polio, ils sillonnent domiciles, marchés et autres pour vacciner tous les enfants de moins de 5 ans. Il n'y a pas de cas ici et d'ailleurs il n'y a plus de cas de poliovirus sauvage depuis juillet 2011. Et donc en 2015, la commission de certification régionale pour l'Afrique a décidé de déclarer la Côte d'Ivoire libre de polio. Mais nous devons continuer à vacciner contre la polio parce que le poliovirus circule toujours dans le monde. Il y a encore 3 pays endémiques, le Pakistan, l'Afghanistan et le Nigeria. Donc à la faveur de flux migratoires, peuvent recontaminer la Côte d'Ivoire. Lorsque nous visitons les domiciles, souvent nous laissons dire que les enfants sont allés au marché avec leur maman. L'objectif, c'est d'accéder aux enfants, quel que soit leur état vaccinal antérieur et là où ils se trouvent. La polio est une maladie très contagieuse et causée par un virus appelé poliovirus qui provoque la paralysie des membres, généralement des pieds. La polio peut causer la mort. Elle se transmet par l'eau ou les aliments contaminés ou par contact avec une personne infectée. Les parents conscients des dangers de cette maladie sont favorables à cette campagne de vaccination. Je regarde ça à la télé, on montre les enfants qui sont malades. Moi aussi, ça me fait peur, donc je ne veux pas que mon enfant soit victime aussi de ça. Tout le monde peut être contaminé par la polio. Mais les enfants de 0 à 5 ans qui n'ont jamais reçu de gouttes de vaccin anti-polio sont les plus vulnérables. Le vaccin administré à plusieurs reprises confère à l'enfant une protection à vie. La direction de la police des stupéfiants et des drogues est aussi sur le terrain et elle poursuit sa lutte contre les faux médicaments. Elle vient justement de procéder dans la commune d'Abobo à l'incinération de 45 tonnes de produits pharmaceutiques non enregistrés, des médicaments contrefaits saisis ces 2 derniers mois lors de plusieurs opérations menées dans le district d'Abidjan. Abou Sanogo. Déchargement de cartons à la préfecture de police d'Abidjan. En fait, ce sont des cartons qui contiennent des produits pharmaceutiques non enregistrés. Faux paracétamol, antibiotiques, vitamines, ampoules buvables ou produits améliorant les performances sexuelles. Ces faux médicaments ou produits pharmaceutiques non enregistrés étaient destinés au marché local. Pourtant, ils n'ont aucune autorisation de commercialisation en Côte d'Ivoire. Ce sont au total 45 tonnes de médicaments illicites saisis, fruit de 2 mois d'opérations menées dans le district d'Abidjan par la direction de la police des stupéfiants et des drogues. Les 2 camions affrétés pour l'occasion ont déversé toutes sortes de faux médicaments dans un cimetière de la commune d'Abobo.
Ces marchandises illicites et dangereuses ont été détruites en présence du procureur de la République adjoint qui a salué l'action de la police. Pour les produits non enregistrés, ce sont des produits qui désorganisent le marché de la distribution des produits pharmaceutiques parce que ce sont des produits qui sont des produits légaux mais qui ne passent pas par le circuit légal de la distribution. Donc ça porte atteinte aussi à l'économie nationale. Quant à la seconde catégorie de produits qu'on a incinérés, à savoir des produits issus de trafic illicite, ce sont des produits dont la valeur pharmaceutique n'est pas avérée, n'est pas prouvée et donc qui portent atteinte à la santé de nos concitoyens. Et donc c'est le lieu de demander aux populations de vraiment participer à la lutte en dénonçant bien entendu les différentes cargaisons qui viennent. Nous sommes vraiment engagés. Tous ceux qui vont se donner à cette activité-là seront démasqués et traduits devant les tribunaux. Les produits pharmaceutiques non enregistrés sont nocifs pour la santé. Ils représentent 10% du marché mondial de la pharmacie, selon l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments. Près d'un médicament sur 3 utilisé en Afrique est illicite ou contrefait, ce qui en fait la région du monde la plus touchée par ce trafic. Et c'est parti pour le concours d'entrée au CAFOP, Centre d'animation et de formation pédagogique, au titre de l'année 2018. Le coup d'envoi a été donné ce matin par la ministre Kandia Camara au lycée moderne Jeune Fille de Bouaké. Plus de 41 000 candidats sont en lice cette année. Soro Corona. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle lance le concours d'entrée dans les CAFOP de Côte d'Ivoire, Centre d'animation et de formation pédagogique. C'est le lycée moderne Jeune Fille de Bouaké qui a abrité la cérémonie. Pour cette année, ils sont plus de 41 000 candidats qui veulent exercer le métier d'enseignant dans le primaire. Les 5 000 meilleurs seront retenus pour la formation des tout-petits. Ces recrutements successifs visent à combler les nombreuses salles de classe dans le primaire en enseignant de qualité. Vous savez que l'école est obligatoire en Côte d'Ivoire. Nous attendons beaucoup d'enfants dans nos écoles. Et cette année, comme les années précédentes, nous avons eu 10% d'élèves en plus. Et pour cela, nous avons besoin d'enseignants. Le gouvernement, avec à sa tête le président de la République et le Premier ministre, construisent beaucoup de salles de classe au niveau du primaire. Depuis 2 ans, le concours d'entrée au CAFOP connaît une délocalisation à l'intérieur du pays. Cette année, la région du Béquet abrite 7 centres de composition. Tous les candidats de toutes les villes de l'intérieur étaient obligés de converger vers Abidjan. Et cela créait beaucoup de désagréments aux candidats. Et c'est la raison pour laquelle, depuis l'année dernière, nous avons ouvert des centres à l'intérieur du pays, vraiment pour décentraliser et démocratiser aussi le concours de CAFOP. Des efforts salués par les candidats. Bon, avec le déplacement, et puis on ne connaissait pas aussi, les gens étaient obligés de dormir à la gare. Bon, ça nous a beaucoup fatigués. Mais cette année, je suis dans ma ville, vraiment ça va. Et je vais remercier le ministre Kandia Camara pour cet effort, pour que cette année nous puissions rester dans nos localités. Ce sont 2935 candidats qui composent en 3 matières à Bouaké, les mathématiques, le français et la culture générale. Pour cette année, 10 villes de l'intérieur du pays servent de centre de composition pour le concours d'entrée au CAFOP. Et on reste à Bouaké où les femmes du RDA ont effectué leur entrée politique. L'événement a eu lieu au palais du carnaval de Bouaké et la rencontre a porté sur les futures échéances électorales et le parti unifié. La secrétaire générale du RDA, Kandia Camara, a pris part à cet événement. Kader Sogodogo. Le palais du carnaval de Bouaké a archi-comble aux couleurs du rassemblement des femmes républicaines et aux allures de fête. Ces femmes venues de toute la Côte d'Ivoire effectuent ainsi leur entrée politique. Un retour placé sous le signe du parti unifié et des élections municipales et régionales à venir. La présidente des femmes du RDA s'y met. Camarades militantes, les femmes sont bien au cœur de la politique de renouveau de notre président. À la tête de l'État, en moins de 10 ans, le président Alassane Ouattara a tant apporté pour alléger les souffrances des populations ivoiriennes en général et en particulier des femmes. Cette rentrée politique bénéficie de la présence de la secrétaire générale du RDA, la ministre Kandia Camara, ex-présidente du RFR. L'actualité politique, le parti unifié, ne passe pas sous silence. Je voudrais vous demander d'applaudir tous ces présidents qui ont signé l'accord politique pour la
du Rassemblement des sous-politiques pour la démocratie et la paix, le RHDP. C'est un acte historique. Depuis 2005, nous sommes ensemble. Depuis 2005, les partis membres du RHDP sont ensemble. Et je dirais que nous sommes dans des fiançailles depuis 2005. À présent, nous voulons aller au mariage. Les militantes présentes marquent leur satisfaction. Vivement le parti unifié pour qu'on arrive vers la stabilité, vers la paix. Cette rentrée politique des femmes du RDR a vu la présence des femmes des autres partis membres du RHDP. À l'étranger, au Zimbabwe, l'ex-président Robert Mugabe devra s'expliquer sur la disparition de revenus diamantifères représentant la somme de 15 milliards de dollars, soit 7 500 milliards de francs CFA. Le chef d'État est cité à comparaître le 9 mai prochain. Et c'est l'heure maintenant de la page culture de ce 20h. Le canton de Niablé a célébré hier vendredi sa traditionnelle fête d'Ignam. Les festivités se sont déroulées dans la liesse populaire. Et la nouveauté cette année, c'est que la fête d'Ignam a été couplée au festival des frontières. Eugène Atoubé. De tous les 13 villages qui composent le canton de Niablé, c'est Zounou, à 6 km de Niablé, qui a ouvert les festivités de la fête d'Ignam dans cette partie du royaume de l'Indénié. Autant dans les habitations que chez le chef du village lui-même, l'igname était inscrite à tous les menus. Le précieux tubercule auquel est très attaché le peuple indénien retrouvait son droit à la consommation et annonce le début de l'année nouvelle dans le canton. Les ignames, en tout cas, on ne peut pas faire pour beaucoup d'hommes. On fait simplement auprès du trône. On fait foufou, et puis on met ça à côté du trône. Maintenant, ceux qui sont entourés là-bas doivent goûter un peu. Maintenant, après ça, on peut préparer un peu de tout. Avant que le chef ne goûte la toute première igname qui déclenche la nouvelle année, si quelqu'un dépose une igname au dehors pour la vendre, cette igname est saisie et complètement conduite à la cour royale. Ça, c'est un bien du chef. C'est-à-dire la personne enfreint à la loi. Vous pouvez aller à Niablé, vous allez parcourir le marché, vous n'allez pas trouver une seule personne, une seule commerçante en train de vendre des ignames parce que le chef canton n'a pas encore dégusté. À Niablé, siège du canton, tout le dispositif de la fête est déjà en place. Avec majesté, les chefs de village arrivent de leurs localités respectives, répondant au rassemblement. Petit moment d'échange avec le chef du canton, puis direction la cour royale. Le rituel est solennel, rythmé et coloré, sur des accents de théâtralité. Le chef d'Afalukro conduit une première délégation. Aussitôt après, la reine-mère et d'autres femmes de la cour. Elles font leur entrée. Le chef du canton, Nana Kwaku-Kwaou, le patient 3, ferme la marche. Il est accueilli dans l'extase et la liesse à la cour royale. Un moment de communion des filles, fils et populations vivant dans le canton de Niablé avec leur chef. Un moment aussi fort de symboles et de signification. Pour nos enfants, nos petits-enfants doivent savoir pourquoi la fête des ignames, à quel moment ça se passe. C'est le fondement même de notre culture, c'est la richesse de la culture du peuple Agni de l'Indénié. Il faut que les filles de cette région puissent s'entendre pour pouvoir travailler et développer leur région. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui lorsque nous fêtons la fête des ignames. La fête d'Ignam dans le canton de Niablé, intégrée cette année au Festival des frontières, le Festina, a révélé sa double vocation. D'abord, moyen de valorisation et promotion de la culture locale. Ensuite, vecteur de brassage, de cohésion sociale et de paix. Et dans l'esprit des populations ressortissants et natifs de Niablé, la fête d'Ignam, dans cette localité, est déjà une institution.
Et la transition est toute trouvée pour passer maintenant à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce 20h. Nous sommes en compagnie, je rappelle, de l'artiste ivoirien Assalfo du groupe Magic System, commissaire général du FEMIA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Bienvenue, monsieur Assalfo. Merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. D'accord. Alors, la 11e édition du FEMIA referme ses portes, je rappelle, demain dimanche à Korogo, et non à Abidjan cette fois-ci. Non. Alors, le choix n'est pas fortuit? Non, nous avons décidé d'étendre les activités du festival à toute la Côte d'Ivoire. Bien vrai que la charité bien ordonnée commence par soi-même, mais vous savez que le partage n'a pas de limite. Donc nous avons décidé que les populations de l'intérieur profitent aussi du FEMIA, et cela a été initié depuis la 8e édition. Et l'apothéose? L'apothéose, c'est à Korogo. À la fin, vous allez nous donner un peu une idée de ce qui va se passer demain, là-bas à Korogo. La lutte contre l'immigration clandestine est au cœur de ce FEMIA 11. Avant de nous donner les raisons de ce thème et vos propositions contre l'immigration clandestine, nous allons suivre ensemble ce reportage d'Issa Tchonayeo. C'est reparti pour le Festival des musiques urbaines d'Anoumambo, FEMIA. L'ouverture de la 11e édition s'est déroulée à Anoumambo à Marcory, en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de la présente édition. Cette année, pour des raisons de travaux de bitumage dans le village d'Anoumambo, les spectacles se déroulent à l'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, toujours dans la commune de Marcory. Dans le cadre de la délocalisation, c'est la ville de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, qui accueille cette grande fête de la musique africaine. Pendant 6 jours, les jeunes d'Abidjan et de la cité du Poro ont la chance de vibrer avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Lokwa Kanza, Soprano, Luxon Pado, Sidonie la Tigresse et bien d'autres artistes sont présents pour égayer les mélomanes. Le FEMIA, c'est aussi le volet scientifique. Cette année, c'est l'épineuse question de l'immigration clandestine qui est au cœur de l'événement. Il s'agit à travers des réflexions de poser des diagnostics et de trouver des solutions à ce fléau qui décime la jeunesse africaine. L'apothéose de la grande messe est prévue ce dimanche à Korogo, dans la cité du Poro. Ce FEMIA 11 est délocalisé. Oui. Ça ne se déroule pas à Anoumambo, le site historique. Pas sur le site historique, parce que Anoumambo est en plein aménagement. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir le bitumage de la voie principale, là où a lieu le FEMIA. Donc nous avons estimé qu'il était important de laisser les travaux se dérouler, parce que notre combat aussi, c'est de pouvoir développer ce petit village. On a la chance d'avoir les travaux, donc on s'est dit on va aller de l'autre côté à l'INJS, qui fait partie d'Anoumambo aussi. Si les gens ne savent pas. Et Anoumambo est délocalisé donc à l'INJS. Voilà, c'est ça. On va parler maintenant de la thématique. Après le réchauffement climatique, comme je le disais, vous ciblez cette année la jeunesse africaine pour cette 11e édition. Et vous pointez du doigt l'immigration clandestine. Quel est l'intérêt d'aborder une telle thématique au FEMIA? Mais il était très important pour nous de mettre un accent particulier sur le thème de l'immigration clandestine, parce que ça fait couler beaucoup d'encre et salive. Moi, je crois que cette problématique, je crois que les responsabilités sont partagées entre la jeunesse et les autorités. Mais pour trouver des solutions efficaces, il faudrait que ces deux entités se rencontrent. C'est pourquoi, au cours du carrefour jeunesse de cette édition, nous avons estimé qu'il était important d'appeler les institutions de tutelle pour pouvoir discuter avec les jeunes et de discuter aussi avec les jeunes pour savoir quels sont les problèmes qui les amènent à vouloir partir. Ils disent souvent que l'Afrique ne fait plus rêver, mais est-ce que ce n'est pas à nous, jeunes, de pouvoir permettre à cette Afrique de faire rêver? C'est au cours de ce carrefour jeunesse que nous allons recueillir les attentes des jeunes, savoir ce qui les pousse, et puis pouvoir faire un livre blanc que nous allons remettre au gouvernement ivoirien, pour qui nous avons en qui nous plaçons beaucoup d'espoir et avons la chance d'avoir pour parrain le Premier ministre du gouvernement ivoirien, à qui nous disons merci déjà. Quand on parlait de responsabilités partagées, c'est quoi? Mais les responsabilités partagées,
les jeunes aujourd'hui, et c'est vrai, disent que l'Afrique ne fait plus rêver. Quelles sont les raisons qu'ils ont certainement avancé? On a fait un sondage où les jeunes ont trouvé que c'est parce qu'il n'y avait pas d'emploi. Or, à ce que nous constatons, c'est que c'est un problème culturel. Aujourd'hui, en Afrique, on s'est dit qu'il faut qu'on ait au moins un enfant en France parce qu'on voit l'enfant de la cour voisine venir toujours en vacances. Il faut que nous aussi, on aide notre enfant à partir en France. D'autres croient aussi que là-bas, c'est l'Eldorado. Aller en France, c'est pouvoir mettre fin à ses souffrances. Or, ce n'est pas vraiment ça. Le parcours de Magic System en est un exemple. Et c'est cet exemple Magic System est parti d'Anoumambo. Oui. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que vous êtes parti un moment en Europe, vous êtes sorti d'Anoumambo, lieu de galère, vous avez côtoyé des personnes en Europe, peut-être c'est en partie ça aussi le secret de votre succès. Oui, ben, je voulais dire à ces gens-là que nous, on n'est pas parti d'Anoumambo pour traverser le désert ou la Méditerranée. On a cru en ce que nous faisions. Moi, je crois que pour réaliser ses rêves, il faut avoir foi en soi. Quand on n'a pas foi en soi, quelle que soit la destination qu'on prend, ça ne peut pas aboutir. Donc, on veut demander aux jeunes de croire en ce qu'ils font. Et puis, un jour, la France, on peut partir de manière régulière. J'ai dit que même le menuisier peut partir en France s'il fait bien sa menuiserie. Oui, mais de manière régulière. Et revenir aussi comme Magic System le fait. D'accord. Voilà. Alors, donc, vous avez des propositions, certainement, à ces jeunes Africains qui vous regardent, des propositions pour freiner ce fléau de l'immigration clandestine. On a des propositions qui passent d'abord par des valeurs de persévérance, des valeurs de détermination. Mais comme je l'ai dit, les responsabilités sont partagées. C'est pour dire aussi à nos dirigeants de mettre en place des réformes qui peuvent prendre en considération les attentes de la jeunesse. C'est d'ailleurs pour ça que les débats sur le Carrefour Jeunesse sont initiés. Il faut mettre aussi tout en place parce que les jeunes vous diront qu'on a des projets, mais on n'a pas de financement. Les banques ne nous font pas confiance. Les petites entreprises que nous voulons créer n'ont pas d'accompagnement. Donc, avec les autorités, nous pouvons mettre des solutions efficaces en place pour aider ces jeunes à se prendre en charge. Et Magic System, c'est tellement aussi en train d'aider ces musiciens débutants parce que le FEMIA se positionne de plus en plus comme une plateforme de coaching de ces débutants. Oui, c'est surtout une plateforme de rencontre et d'échange qui permet aux jeunes musiciens de rencontrer ceux qui sont déjà expérimentés. Cette année, nous allons mettre en place la scène émergente parce qu'il n'y a pas d'artiste en herbe. Ça, c'est un peu péjoratif de dire à un artiste qu'il est artiste en herbe. Un artiste, c'est un artiste. Un artiste, c'est un artiste. Il est simplement un débutant. Voilà, il est débutant et nous, on dira même qu'il est émergent parce qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui vendent des millions de disques, de cassettes, en Côte d'Ivoire qui ne sont pas connus dehors. Il faut permettre à ceux-là aussi de s'extérioriser. Voilà. Alors, votre carrière, votre parcours a été retracé dans un ouvrage écrit par Guillaume Vergès, journaliste au People ivoirien. Oui. Alors, l'œuvre est intitulée Magic System, le mystère Premier Gao. C'est ça. Votre parcours a été difficile, vous l'avez dit, émaillé d'embûches. Mais Magic System aujourd'hui, c'est beaucoup de distinctions, de disques d'or, de platine. Comment avez-vous fait? Mais cet enseignement se trouve dans ce livre. Moi, je crois que j'ai relu ce livre et c'est comme si je regardais un film qui a été fait sur Magic System, qui relatait notre histoire. Beaucoup de choses ont été dites dedans parce qu'il y a eu des témoignages très émouvants. Ceux qui achèteront ce livre, ceux qui perdent espoir, qui baissent les bras dès le premier obstacle, dès la lecture des 10 premières pages de ce livre, ces gens-là comprendront que Magic System n'est pas là par hasard et que les belles victoires s'obtiennent au bout de tous les obstacles. Donc, il faut lire ce livre et vous comprendrez pourquoi Magic System est là aujourd'hui. Et Magic System, c'est un style, je ne sais pas, un peu Nzasa, entre griffes. Ben, vous côtoyez... On essaie d'être une courroie entre ceux qui ont peut-être les moyens de décider et ceux qui n'ont pas les moyens. On veut servir d'exemple. On n'est peut-être pas le meilleur exemple à suivre, mais je crois qu'un petit pan de notre parcours peut être copié par cette jeunesse. Il faut que cette jeunesse croie en elle parce que quand on est à Noumambo, c'est seul l'espoir, la persévérance et la détermination qui peuvent nous amener à être là aujourd'hui. C'est parce que nous avons cru en ce que nous faisons et nous incitons la jeunesse à croire. Il faut lire ce livre. La jeunesse comprendra beaucoup de choses. Beaucoup de choses ont été dites sur Magic System, beaucoup de choses ont été racontées, mais c'est seul dans ce livre que les gens sauront la vraie vérité sur la vie de Magic System.
Et aujourd'hui, pour ce FEMIA 11, il y a plusieurs célébrités, des artistes au niveau international comme national, Lukwa Kanza, Luxon Pado, Dobé Niaoré, Guy Christ Israël. Alors, à quoi ressemble le spectacle du FEMIA pour certainement inciter les téléspectateurs qui nous regardent à ne pas rater, parce qu'il y a des spectacles aujourd'hui? Oui, le spectacle du FEMIA, on a l'impression que c'est une communion, c'est un échange, parce que c'est plusieurs styles qui se rencontrent, c'est plusieurs générations qui se rencontrent. On part de Sidiki Diabaté à Lukwa Kanza, en passant par Tigre Sidoni, on passe par Luxon, tout le monde se rencontre. Chaud d'ambiance ce soir. Ce soir, ça va être du feu, parce que on a au programme Lukwa Kanza, soprano, Yemi Alade, Guy Christ Israël, Luxon Pado. Plusieurs artistes qui malheureusement, Désir Champion. Qui a participé également au FEMIA, malheureusement, qui s'en est allé. Quel souvenir vous gardez de lui? Mais c'était un artiste qui était passionné. Je crois que de notre génération, Désir Champion était celui qui était le plus passionné, qui aimait le micro, qui n'attrapait pas le micro parce qu'il attendait quelque chose derrière. D'ailleurs, nous avons eu la chance de collaborer avec lui. Le featuring en Côte d'Ivoire, on n'en a pas fait assez. Mais avec Désir Champion, le premier featuring qu'on a eu à faire en Côte d'Ivoire, c'était avec lui. On a passé de bons moments. Et la dernière fois que j'ai été sur scène avec lui, c'était à Yamoussoukro, lors d'une escale. On s'est retrouvés sur scène, lui, Yodé, Siro et moi. On a fait une belle ambiance, comme si c'était la dernière fois qu'on se voyait. Beau souvenir que vous gardez de lui, justement, les artistes ne meurent pas. Oui, jamais. Le FEMIA continue. Demain, la clôture à Korogo, ça donne quoi? En 2 secondes. Korogo, attendez-nous, on arrive, c'est pour casser la baraque, parce que là, Magic System dépose ses habits d'organisateur et on monte sur scène pour vous faire plaisir. Merci beaucoup à Salfo, merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Vous l'avez compris, beaucoup, ce journal est terminé. Merci de votre aimable attention. On se retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.